Donc un certain nombre d'expériences qui ont fleuri un peu partout, sans méthode d'évaluation très rigoureuse, mais enfin, dans le retour que donnent les gens sont souvent assez satisfaits. Néanmoins, cet enthousiasme, on va dire, un peu juvénile, a été tempéré par les autorités de santé qui ont fait un rapport il y a quelques années sur l'état de ces réseaux et qui ont quand même considéré que l'insuffisance cardiaque, c'était un peu compliqué parce que les patients étaient vieux, avaient plein de comorbidités, et que finalement, les résultats préliminaires de ces réseaux n'étaient pas si satisfaisants que ça et que c'était pas si simple. Alors plutôt que de se décourager, notamment au sein du groupe de travail, on a essayé de focaliser à ce moment-là nos efforts plutôt sur l'éducation thérapeutique, puisque clairement ça semblait être la pierre angulaire du succès d'un réseau. Et notamment, on voit bien la différence de succès entre le réseau de Jean-Noël et le réseau qu'on avait eu à Paris. Clairement, ça semblait être au niveau de l'éducation thérapeutique. Alors, on a initié, alors à chaque fois, c'est des initiatives à la fois individuelles, soutenues par le groupe de travail, et puis avec l'aide d'un certain nombre de partenaires. On a initié un programme national d'éducation thérapeutique basé sur un certain nombre d'outils d'éducation thérapeutique. Donc, je vais vous montrer quelques exemples contenus dans une espèce de mallette avec un certain nombre de visuels, des outils qui sont à la fois utiles pour la personne qui va faire l'éducation thérapeutique, que ce soit le médecin ou l'infirmière, et qui vont être également utiles pour le patient lui-même. Alors, c'est un programme où la personne qui était intéressée pour faire de l'éducation thérapeutique devait s'engager à suivre une formation autour de l'éducation thérapeutique où il y avait 5 ou 6 séances qui représentaient un certain nombre d'heures, où elle était formée à l'éducation thérapeutique. Elle repartait après avec sa petite mallette qui contenait les différents éléments visuels, et puis charge à elle après de faire de l'éducation thérapeutique dans son centre. Alors ça, c'est un certain nombre de ces visuels qui étaient destinés aux patients. Par exemple, vous voyez, cette espèce de petite grille qui devait permettre d'aider à des patients, notamment les patients âgés, à mieux représenter l'aggravation de leurs symptômes. Des visuels qui aidaient un peu les patients à reconnaître leurs signes d'aggravation. Beaucoup de visuels centrés sur la diététique, avec beaucoup d'exemples. Jean-Noël l'évoquait hier, c'est vrai que c'est toujours difficile de dire aux patients maintenant il ne faudra pas manger plus de 3 grammes ou plus de 4 grammes sans sel, tout ça ne veut rien dire. Et l'accès à une diététicienne n'est pas toujours aussi simple que ça. Donc c'est une façon de faire, c'est simplement de donner beaucoup d'exemples d'alimentation et de leur donner une correspondance en termes de contenu en sel. Voilà, un autre exemple avec les pâtes, le camembert, le cassoulet. Il y a beaucoup de diversité en France. Le cassoulet, c'est le sud-ouest. Le camembert, c'est un peu partout. Enfin, c'est plutôt en Normandie, on va dire. Les pâtes, maintenant, c'est assez généralisé. Et bon, tout ça pour dire que tout ça a eu un vrai succès, puisque en 2005, quand a été initiée cette aide à l'éducation thérapeutique, il y a eu 40 centres de formés. Et actuellement, on en est à 250 centres ou 250 personnes qui ont théoriquement reçu cette formation à l'éducation thérapeutique. Et donc là, il y a une évaluation qui est en cours, dont les premiers résultats avaient été présentés la semaine dernière à la Baule, mais qui sont des résultats encore un peu préliminaires. Donc ça, voilà l'initiative qu'on avait eue autour de l'éducation thérapeutique, et de façon très importante, les autorités de santé ont pris aussi le problème à bras-le-corps, se sont rendus compte à quel point c'était important, Et il y a eu de grandes nouveautés en 2010 avec une nouvelle loi d'organisation de la santé en France, qui est la loi HPST, qui est Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui redéfinit un certain nombre de choses, et notamment l'éducation thérapeutique, avec un certain nombre, vous voyez, donc c'est inscrit dans le marbre de la loi, un certain nombre d'objectifs, précisant bien que cette éducation thérapeutique est importante, fait partie intégrée du parcours de soins. Donc l'objectif étant de rendre le patient plus autonome, elle doit impliquer le médecin traitant, etc., avec un cahier des charges tout à fait défini, qui doit notamment comporter une auto-évaluation, c'est également écrit noir sur blanc, qui doit comporter une formation préalable des gens qui dispensent l'éducation thérapeutique, et de façon très importante. Donc tout ça permet d'envisager enfin une reconnaissance, ce qui n'était pas le cas avant, légale et administrative de l'éducation thérapeutique, qui va supposer maintenant un remboursement. Les
les médecins ou en tout cas les centres de santé qui vont faire de l'éducation thérapeutique vont être payés pour faire de l'éducation thérapeutique. On va pouvoir en faire de façon plus sereine et avec en plus quand même la nécessité de se professionnaliser. Et donc en ce moment, il y a un fleurissement de formations post-universitaires autour de l'éducation thérapeutique dans chaque université. Ouais, juste pour finir, dans cette loi HPST 2010, qui va aussi un petit peu dans cette histoire de réseau, il y a eu un accent très fort qui a été mis sur la télémédecine, en sachant que la télémédecine n'est pas encore très développée en France comme ailleurs d'ailleurs. Mais donc clairement, ça va devenir une des priorités de notre système de soins, de mettre en place un certain nombre d'éléments de la télémédecine qui peuvent être de la téléconsultation entre le patient et le médecin, de la téléexpertise entre différents médecins, de la télésurveillance qui rejoint un peu la téléconsultation et de la téléassistance. Voilà. Alors ça, c'était juste une diapositive pour montrer qu'effectivement la télémédecine a déjà un certain nombre de preuves avec elle. Il y a eu pas mal d'essais cliniques randomisés qui ont été réalisés au cours des dernières années, qui semblent apporter des éléments assez probants pour penser que c'est un plus dans le suivi des patients. Et ça, c'est les dernières diapositives. C'est l'exemple qui est en train d'être mis sur place, hein, enfin un des exemples à Paris, qui associe à la fois éducation thérapeutique et télémédecine. Et on en parlait hier avec Serge, d'essayer quand même de décloisonner un petit peu l'insuffisance cardiaque des autres maladies, notamment cardiovasculaires, d'essayer de trouver un socle un peu plus commun